La conférence qui va nous être présentée aujourd'hui est en fait une conférence qui a déjà été donnée dans le cadre du prix Christian Le Provost. Prix Christian Le Provost qui effectivement met en avant les jeunes chercheurs en océanographie et qui vient, je crois, de recevoir une distinction particulière. Mais donc pour vous présenter l'association Christian Le Provost, je vais passer la parole à Madame Denise Le Provost. Voilà, bonne conférence à tous. Bonjour, Madame Le Provost, mon mari était océanographe, il est décédé il y a 7 ans, il avait 60 ans, et donc actuellement il serait à peine en train de prendre sa retraite. Donc son idée était, vous savez qu'un chercheur, vous allez l'apprendre en tout cas, un chercheur ça n'a pas énormément de temps, ça cherche, quelquefois ça trouve, et puis ça n'a pas le temps de vulgariser. Et c'était le désir de mon mari, je le sais, une fois que nous serions de retour ici, dans notre Saint-Brieuc natal, c'était son désir justement de porter cette vulgarisation et d'expliquer des choses, d'expliquer ce que sont des modèles mathématiques, etc., que vous savez déjà vous. Voilà. Donc avec l'association Christian Le Provost, qui réunit pas mal de gens, de grands scientifiques, je ne vais pas vous citer des noms ici, mais si vous allez sur le web, vous les verrez. Nous avons décidé de faire cette opération de vulgarisation. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. D'autant que le prix Christian Le Provost est maintenant le grand prix d'océanographie de l'Académie des sciences. Donc ça vaut le coup, on a des gens intéressants qui viennent. Peut-être que ça continuera. Voilà. Que dire? Si, je vais quand même vous dire quelque chose. L'océanographie est une science que l'on appelle nouvelle. Nouvelle, pourquoi? Ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites dans les 50 dernières années. Pourquoi? On le comprend un petit peu. C'est parce que le milieu est un milieu hostile. On n'y descend pas, certains d'entre vous font de la plongée, je le sais, mais on n'y descend pas très très facilement. Et il se trouve que ces dernières années, on a inventé les modèles mathématiques qui permettent de reconstituer un petit peu l'environnement naturel avec des procédés complètement nouveaux et modernes. Et puis l'altimétrie satellitaire qui permet d'aller observer le fond des océans. Et on sait maintenant que c'est dans l'océan qu'on a pas mal de réponses au réchauffement climatique, etc. Voilà. Donc André Lamy va vous parler de tout ça. Ils sont allés ensemble avec mon mari. André beaucoup plus souvent. Ils sont allés vers les terres australes et vers les îles qu'on appelait à l'époque les îles de la désolation. Et il va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on y fait, comment on pose des marégraphes, etc. Merci. Bonjour à tous. Bon, non, j'en entendais un là. Non, c'est pas la plage de Saint-Laurent en hiver. Kerguelen, c'est Kerguelen, mais c'est en plein été. Kerguelen, je pense que vous avez déjà tous entendu parler. Je pense que certains d'entre vous savent à peu près où ça se trouve. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, voilà une représentation de la Terre, avec ses continents vus un peu d'en dessous, comme on dit. Vous voyez l'Afrique, vous voyez l'Australie, vous voyez donc le continent antarctique, celui qui est plein de glace. Et je vous ai fixé là-dessus quelques îles et archipels en jaune qui appartiennent à la France. Et vous voyez Kerguelen. Et Kerguelen, donc, comme je vous disais, ce n'est pas le seul archipel qu'il y a dans la région. Un peu plus à l'ouest, il y a Crozet, et puis au nord-est, il y a Amsterdam et Saint-Paul, qui sont donc des petites îles, des petits îlots volcaniques qui traînent au sud de l'océan Indien. Alors, comment a-t-on pu trouver ces îles? Allez-y, s'il vous plaît. La découverte de ces îles, en fait, ne date pas d'hier. On les a surtout trouvées et fréquentées à partir du XIXe siècle, au moment où on allait se promener du côté de l'océan Indien et du côté de l'océan Pacifique, soit pour ramasser des choses et pour les ramener de Chine, des cotonnades, des épices, etc., soit alors pour coloniser d'autres terres, d'autres continents, comme l'Australie, comme Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Donc à l'époque, il n'y avait évidemment pas de navire à moteur, il n'y avait pas de gasoil, le canal de Suez n'existait pas encore.
Et donc les grands voiliers suivaient une route que vous connaissez bien, hein, parce que dans la région, évidemment, vous regardez toujours les informations quand il s'agit des grands navigateurs. Et je voyais encore dernièrement une relation à la télé du voyage de Thomas Coville dernièrement. Et si vous l'avez vu, vous avez dû vous apercevoir que la route qu'il avait empruntée pour commencer son tour du monde suivait exactement les flèches rouges que j'ai mis sur la carte de droite. C'est donc la route des grands voiliers d'autrefois, qui descendaient en utilisant les alizés, qui allaient raser les côtes du Brésil pour profiter, comme on le voit sur la figure de gauche, d'un courant extrêmement important qu'on appelle le courant du Brésil. Je vous en parlerai tout à l'heure au niveau des mathématiques. Donc les voiliers allaient donc virer du côté de l'archipel de Tristan d'Acunha. Et là, ils rencontraient donc ce qu'on appelle, nous, la grande circulation ouest-ouest, une espèce d'autoroute de courant et de vent. C'est le courant circumpolaire antarctique qui est extrêmement violent, qui fait tout le tour de la Terre. Ils en profitaient bien, ils allaient vite, ils avaient du vent. Mais voilà, c'était des voiliers, quelquefois, quand il y a beaucoup de courant, quand il y a beaucoup de vent, vous savez tout ce qui se passe, il y a des grosses tempêtes. Et sur la route de ces voiliers, il y avait donc ces îles, ces archipels, sur lesquels beaucoup de navires se sont perdus. C'est comme ça qu'on, malheureusement, on a commencé à connaître ces îles. Bon, vous passez. Bon, ça relate. On va passer rapidement là-dessus. C'est quelques dates, mais enfin que vous trouvez facilement. Là, j'ai relaté rapidement pour quelques autres auditeurs l'intérêt de ces îles, mais enfin, on en parlera au fur et à mesure de l'exposé. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, tout d'abord, ces îles, une fois qu'on les a eu trouvées, on se les est appropriées. Et pour se les approprier, eh bien, on y a installé dessus des bases qu'on a voulu évidemment scientifiques. Alors au départ, ces bases scientifiques, c'était des postes d'observation météo, postes d'observation géophysique. Et ensuite, eh bien, ces bases ont grossi, la communauté scientifique s'est accrue, on a fait de la biologie, on a fait d'autres sciences. Et pour maintenir donc le personnel sur ces bases, le personnel, on l'amenait une fois tous les ans, hein, et donc il y a un organisme qui s'est créé qui s'appelle les TAF, Terres australes et antarctiques françaises. Hein. Si vous allez vous balader un peu dans les littératures, vous verrez que c'est un organisme qui adore les acronymes. Donc ça s'appelle les TAF, et pour servir ces îles, il y a donc un navire qui quitte la Réunion régulièrement et qui fait la tournée. Donc il commence par Crozet, il continue par Kerguelen, ensuite il passe par Amsterdam et Saint-Paul pour revenir à la Réunion. Alors évidemment, en faisant ces rotations pour aller apporter des vivres, pour changer le personnel sur les bases, ce navire parcourt des océans et des endroits qui ne sont pas familiers aux navires océanographiques classiques. Ce qui fait que les océanographes, dès qu'ils ont vu ça, ils se sont dit « Oh là là, quelle aubaine, on va profiter de l'occasion ». Donc ils ont commencé par s'inviter, entre guillemets, sur le navire pour faire des observations de routine. Et puis, de fil en aiguille, on a organisé des missions scientifiques avec le Marion. C'est le navire que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, c'est devenu une habitude que les océanographes fréquentent assidûment ce navire, ainsi que les îles. Alors, je vous ai figuré sur cette vue une zone qu'on appelle zone des convergences. Alors, pourquoi on appelle ça zone des convergences? Si vous lisez la littérature scientifique chez les géographes, vous apercevrez que les géographes considèrent qu'il y a sur le monde, sur le globe, 3 grands océans. Je ne parle pas de l'océan Arctique qui est un peu à part, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Nous, les océanographes, on dit qu'il y en a un en plus, c'est l'océan Antarctique. Tout simplement parce que les géographes, eux, ils ont toujours tendance à border les océans de bordure continentale. Nous, on a introduit autre chose, c'est une frontière hydrologique. Et cette zone de convergence est une frontière hydrologique. Comme vous le verrez tout à l'heure, on passe, quand on vient du nord et qu'on va vers le sud, on passe d'eau, par exemple, qui font 18-19 degrés dans les zones encore quasi-tropicales, et en quelques heures, on descend pour trouver des eaux qui ont 2 degrés. Donc,
Ça fait ce qu'on appelle un front, comme en météo. Vous savez ce que c'est qu'un front, vous regardez les informations météo, et vous savez très bien ici en Bretagne ce qui se passe, par exemple, quand il y a un front qui arrive et qu'il y a de l'air très froid qui remplace de l'air très chaud, ça fait des tourbillons, ça fait des orages, eh bien, il se passe exactement la même chose en mer. Alors, je vous ai figuré sur cette carte, cette frontière qui fait à peu près une forme circulaire. Alors, quelle est l'origine de cette frontière, de ce front circumpolaire antarctique? Alors, on le connaît depuis un certain temps, cette origine. Imaginez, vous êtes dans l'Atlantique Nord, vous êtes en plein hiver, en mer de Norvège, du côté du Canada. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En hiver, vous avez formation de banquise. La banquise, c'est une couche de glace qui fait à peu près 2-3 mètres de profondeur. Mais ce n'est pas de la glace de mer, vraiment. Ce n'est pas de la glace qui a la même salinité et qui renferme la même proportion de sel que l'eau de mer qui l'a formée. Cette glace, elle est un petit peu salée, mais beaucoup moins que la mer d'où elle provient. Ce qui fait qu'en dessous de cette couche de glace, vous avez naissance de ce qu'on appelle, nous, une saumure, c'est-à-dire un liquide qui est très salé, qui est très froid, donc qui est très dense par rapport à ce qu'il encourt. Ce liquide va donc couler, il va dégouliner tout au long de l'Atlantique, vers le sud, à une profondeur, on va dire, de 2-3 000 mètres. La couche est assez épaisse, elle fait entre 2 et 3 000 mètres d'épaisseur, et elle va se propager jusqu'au niveau de l'Antarctique. Quand cette eau va arriver au niveau de l'Antarctique, alors là, il va se passer un phénomène. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le continent antarctique, c'est un continent extrêmement froid, et surtout en hiver, il dégouline de ce continent, du sud donc vers le nord, des vents extrêmement forts et extrêmement violents qu'on appelle les vents katabatiques. C'est des vents qui peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres heure. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ces vents ont tendance à faire échapper les eaux de surface de l'Antarctique vers le nord. Donc ça fait un effet de pompe qui pompe l'eau du fond et qui le ramène en surface. Cette eau repart en surface vers le nord, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est extrêmement froide, ça fait 1 degré, 2 degrés, plus près du continent, c'est même négatif quelquefois, et là, elle va rencontrer des eaux d'origine tropicale. Conflit, zone de confluence, zone de convergence, c'est la frontière de l'Antarctique. Bon, là, je vous ai figuré quelques coupes. Alors, toujours pareil, comme vous verrez au cours de l'exposé, un petit rappel ancien, ça a quelques dizaines d'années, en bas à droite, c'est une coupe nord-sud de l'Atlantique, Atlantique Est, vous direz pourquoi. Et en haut à gauche, c'est une représentation un peu plus moderne du phénomène, mais ne vous l'aurez pas. Il y a des campagnes modernes qui ont permis de faire ces mesures, mais on a aussi intégré dans ce style de coupe beaucoup de données qu'on appelle, nous, des données historiques. C'est des données qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont été validées, bien sûr, par les équipes de recherche actuelles pour s'assurer qu'il n'y avait pas de mauvaises mesures, etc. Et on arrive à obtenir ces couches. Et donc, ce que vous voyez, c'est... Je vais être obligé de venir un peu vous déranger. Vous voyez cette eau-là. Donc elle se forme ici, elle coule, c'est ce qu'on appelle l'eau centrale, et elle arrive en Antarctique, et là elle remonte. Vous la voyez ici, elle est figurée en rouge. Alors, bien sûr, cette eau ne reste pas stagnante comme ça, elle va ensuite être récupérée par les courants, elle va se répartir, et voilà un modèle de circulation, nous on appelle ça thermohaline, ça veut dire que ça matérialise à la fois la circulation du sel et de la température dans l'océan mondial. Et vous voyez bien dans la partie antarctique, ce qui est marqué en violet, c'est le trajet de cette eau qui est issue de la banquise, du gel de la banquise, et qui descend vers le sud en profondeur, et là où elle est récupérée, etc. Mais cette eau ne reste pas là, elle est recyclée, elle repart dans les océans, vers les latitudes tropicales, elle est réchauffée, et elle revient dans le circuit, c'est une véritable machine thermique. Alors ça, c'est un modèle qui date de quelques années. J'ai cru comprendre que, bon, vous devez vous douter que ce n'est pas bien facile de faire ce genre d'études. Il y a des données nouvelles qui interviennent et qui permettent de le controverser un peu, mais enfin bon, en gros, ça se passe comme ça.